pause. Alors d'abord, j'annonce, il avait prévu, je l'avais dit hier, 9 thèmes. Ici, il en avait prévu 2, donc 5 et 6. Je vais surtout m'arrêter, parce que je les ai un petit peu regardés hier, pour avoir une idée, sur le 6, parce que le 5, c'est les missions paroissiales. Nous l'avons quand même bien vu la session précédente. Alors, c'était dans le cadre du 18e siècle, Saint-Jean-Eudes, etc. Ici, c'est les missions paroissiales du 19e, mais c'est quand même assez proche. Donc, on va peut-être aller un petit peu plus vite pour pouvoir nous arrêter davantage sur le thème suivant, les patronages, qui est traité en fait par Bruno Bétoir un petit peu en 2 temps, puisqu'il va vraiment jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on verra le patronage au XIXe siècle, avec les tout premiers mouvements de jeunesse, notamment à Marseille, etc., avec Allemand, Dumont David, etc., jusqu'au patronage parisien recréé par Lustiger aujourd'hui. Donc c'est presque la moitié de son propos sur les patronages, cette actualisation aujourd'hui, parce que comme peut-être vous le savez, il y a un certain, au moins en quelques diocèses, un certain renouveau des patronages. Donc voilà. Alors, je prends donc le premier thème, et puis on va essayer de cliquer. Voilà. Alors, je lis ou vous lisez, mais je vais quand même lire parce que tout le monde ne voit pas, c'est écrit en petit où il y a de la lumière. Donc ça, nous le savons, un temps fort spirituel dans les paroisses rurales, notamment au 19e. Je reprécise en ayant une vue d'ensemble de ce que va traiter ce thème 5, que nous replongeons en fait maintenant dans le monde rural. Moi, j'étais assez content de tout ce qu'on a vu ce matin, même si ça va très vite, parce que ça a équilibré même d'une certaine manière ce qu'on a vu hier. Vous vous rappelez ma question, il me semble que hier on était quand même surtout dans l'aspect réévangélisation, rechristianisation, et j'avais dit mais c'est peut-être surtout le monde rural, et on a vu aujourd'hui, surtout avec le dernier tiers du siècle, ou le dernier quart, qui avait quand même d'autres forces qui justement n'avaient peut-être pas, qui avaient échappé à la rechristianisation des 60 années centrales du 19e siècle, et surtout en monde rural. Alors ici on replonge dans le monde rural. Voilà, alors une mission, plusieurs jours, une série d'exercices spirituels, procession, adoration, confession, office religieux, ça on sait. Les prêches, les conférences religieuses par des groupes de prédicateurs. Il y a un peu de jésuites et surtout des rédemptoristes et, c'est un peu moins connu, les passionnistes. Bon. Et puis, une croix ou un calvaire ou une chapelle sont érigés en un lieu public comme mémorial de la mission. Il avait souligné hier que la Révolution avait énormément cassé toutes les croix et les calvaires, et le 19e siècle en replante beaucoup. Et aujourd'hui encore, il ne manque pas de villages où on voit mission 1843, mission 1872, etc. C'est toutes les missions du 19e siècle. Voilà, alors il y a un petit rappel à la fin du XVIe siècle, les jésuites, les capucins, il va revenir un peu en une phrase sur tout ce que nous avons vu la session précédente, le XIXe siècle, et puis l'engagement des grandes congrégations, les lazaristes, les oratoriens de Jean Eudes, sur lesquels nous avons eu d'amples détails. 18e siècle, sensibilité, l'imagination des fidèles sont sollicitées grâce à certains moyens, sensations, les mises en scène de chemin de croix, les sermons dans les cimetières, les squelettes qu'on agite de derrière l'autel avec les cordes, comme le père Pelletier l'a évoqué. Les fins dernières au cœur des prédications, voilà, ça c'est le 18e, Grignon de Montfort pour tout l'ouest de la France, comme nous le savons. À la fin de la Révolution, pour rechristianiser un pays qui a beaucoup souffert et devant le nombre insuffisant de prêtres, les missionnaires, notamment laïcs, sont sollicités. Ah, c'est dommage qu'il ne développe pas davantage, ça aurait été intéressant pour lui demander, parce que j'avoue, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, ces missions de laïcs. Donc apparemment,
tout début du 19e siècle. Là, on pourra lui poser éventuellement la question. 1815-1830, les missions paroissiales deviennent un moyen important d'évangélisation du pays. Je crois que là, et ça c'était intéressant quand il a dit hier que le grand reflux, c'est à partir de 1830, parce qu'il faut quand même que toutes les guerres napoléoniennes soient épongées. C'est vrai que 1802, le génie du christianisme de Chateaubriand, c'est très symbolique, mais en fait, l'effet, c'est plutôt 20 ans après, parce que entre 1802 et 1830, il va falloir mourir sur tous les champs de bataille napoléoniens, et c'est après le congrès de Vienne, 1815, que les choses se pacifient et que la réévangélisation, elle commence en fait surtout à partir de, à mon sens, 1820-1830. C'est ce qu'il semble dire ici. Après la Restauration et la Révolution de 1830, qui marquent un temps d'arrêt, les missions sont le fait des ordres anciens reconstitués ainsi que des congrégations nouvelles, comme les Pères de Bétharame, fondés en 1935 près de Lourdes, par, je ne sais plus comment il s'appelle, le Père de Bétharame, bon, le fondateur. Dans les diocèses s'établissent des maisons de missionnaires avec un siège dans les centres de pèlerinage. Il y aura des maisons de missionnaires diocésains à Cambrai. Il y a encore, rue Louis-Belmas, on l'appelle la maison des missionnaires diocésains encore. Mais ça, c'était des missionnaires diocésains. Dans les diocèses s'établissent des maisons de missionnaires avec un siège. Importance des capucins, des passionnistes. Bon, il revient sur le XVIIIe siècle. Alors, cours d'arrêt avec les expulsions de 1880, puis celle de 1901 et la loi de séparation de 1905. Il a surtout insisté ce matin sur les expulsions de 1901, mais en fait, il y a eu deux vagues, hein. Et c'est intéressant aussi de la chronologie, parce que la première vague, c'est 1880, hein, juste après la fondation de la Troisième République, comme il l'a rappelé, 1879, et les lois d'expulsion de 1880 sont aussi importantes, sévères, que celles de 1901. 1880, les jésuites sont expulsés. Hein, et puis on va retrouver la question de l'enseignement au cœur. Hein, c'était très intéressant ce qu'il a dit aussi sur Ferdinand Buisson, qui était le maître à penser de notre ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, voilà, qui l'a cité énormément de fois, hein, Ferdinand Buisson, Vincent Peillon. Et donc on voit bien que sous l'aspect très costard, soigné de Vincent Peillon, il y avait de l'idéologie très très dure. Mais donc 1880, les jésuites sont expulsés et les congrégations sont soumises à une demande d'autorisation. Ça, on ne le dit pas assez, mais donc toutes les congrégations enseignantes doivent demander l'autorisation, et les congrégations religieuses, même monastiques, doivent demander l'autorisation. Et donc les trappistes, alors c'est intéressant, c'est pour ça que je vous fais un petit développement, parce que étant allé au Mont-des-Cats récemment, on a rediscuté de tout ça. La trappe de Céphon, la trappe de Soligny, tout cela, les religieux partent pas en 1901, mais en 1880. Et la trappe de Céphon, 1880, ils ont été à deux doigts d'être aussi expulsés, mais il y a un épisode assez célèbre, peut-être certains connaissent bien, le Mont-des-Cats connaissent l'affaire. Donc il y a au moins 600 paysans qui viennent, parce qu'on fabrique déjà beaucoup de fromage au Mont-des-Cats, donc ils viennent pour défendre un peu leur outil de travail, avec les notables du coin, l'abbé Lemire, qui est tout jeune, qui a 30 ans à l'époque, mais il vient, il s'enferme dans le monastère, la police, les flics ne peuvent trop rien faire, le préfet d'Innsbruck en appelle au ministre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le ministre répond, bon, laissons-les et nous les considérons comme une entreprise agricole.
C'est dans les textes de l'intérêt de faire du fromage, ce qui fait que le Mont-des-Cats, alors que beaucoup d'autres monastères ont été expulsés, vidés, le Mont-des-Cats a tenu. Voilà, c'est une petite anecdote, puisque je connaissais l'événement. Mais sinon, beaucoup d'autres congrégations enseignantes sont déjà chassées en 1880. Hein. Bon, voilà. Et puis, bien sûr, deuxième vague, 1901, comme on l'a vu. Les mouvements d'émission persistent, mais de manière plus... Voilà. L'un des signes de la vitalité réside dans la création d'émissions intérieures après 1850. Bon, ça, on l'a vu. Les rédemptoristes, les passionnistes, les capucins. Voilà. Les campagnes, avec un rythme de 30 à 40 par an. Je ne sais pas bien à quoi se réfère ce chiffre. Pour la France, il devait en avoir beaucoup plus. En hiver, pendant que les agriculteurs ils sont un peu plus disponibles. À un moment tampon de l'année, après les semis de printemps, ou à un moment tampon de l'année après les semis de printemps, mais avant la fenaison. Bon. L'accent est mis sur les manifestations sociales, sur les valeurs morales, les mérites à acquérir, les dangers à éviter, le recours à la pénitence. Il a évoqué aussi hier, parallèlement, les missions extérieures qui se développent avec le soutien pontifical. C'est au moment où on crée l'organisme, la propagation de la foi, et grâce à des initiatives comme celle de Pauline Jaricot. Et c'est vrai que, il l'a dit aussi un petit peu, c'est lié aussi quand même à toute la conquête coloniale. Et les sœurs qui enseignaient en France n'étaient pas bien vues, mais qui apprenaient aux petits Sénégalais, nos ancêtres les Gaulois, ça c'était bien vu. La mission exige la présence quotidienne des paroissiens, bon, on sait tout ça, hein. La présence quotidienne aux offices programmés pour la semaine, avec le choix de participer aux célébrations du matin ou du soir. L'adoration perpétuelle souvent mise en place. Semaine missionnaire se termine le dimanche soir par un culte solennel de clôture où tous les paroissiens promettent solennellement et en public de suivre les recommandations des missionnaires et prennent de bonnes résolutions. Bon, on peut toujours en prendre des résolutions. Pendant la mission, les pères font du porte-à-porte et prennent contact avec les familles pour une approche personnelle plus efficace que celle des offices. Une petite image pieuse rappelant l'événement et imprimée, et puis 365 jours d'indulgence, comme on a tous lu sur ces images pieuses, qui la gardent dans le missel. Les bannières commémoratives, voilà. Et j'avais vu une belle image, ben non, moi j'ai pas d'image, hein, il s'est réservé toutes les images. Bon. Pourtant j'en avais vu, mais... Le catéchisme, qui est un résumé clair et succinct des révélations divines des enseignements de l'Église, est un outil privilégié. Le catéchisme impérial représente une parenthèse de 10 ans. Monseigneur Dupanloup. Les hommes nous échappent, mais alors occupons-nous donc des enfants qui sont encore là sous notre main. Faisons de ces enfants des chrétiens, de bons chrétiens, et nous aurons profondément amélioré le présent et sauver l'avenir. Évidemment, il disposait d'un temps limité, donc il a choisi un certain nombre de thèmes. C'est vrai que ça serait assez intéressant, mais il y a des livres là-dessus, je le signale pour tous ceux qui sont engagés en catéchèse ou les séminaristes, l'histoire des catéchismes. Hein. C'est quand même extrêmement intéressant, la manière dont on concevait l'évangélisation, la transmission de la foi. Le curé prend en charge les enfants pendant la plus grande partie de l'année. Évidemment, il n'y a encore que lui qui fait le catéchisme, car un des principaux devoirs du ministère sacerdotal est d'instruire. Les manuels de catéchisme avec une structure identique, le plan en 3 parties qui traitent successivement du dogme, les vérités à croire et la morale, puis les commandements à pratiquer, enfin des sacrements. Ah, voilà quand même une image, celle que vous connaissez bien, puisque c'était celle qui était en page 1 du tract, et qui est très représentative. Je crois qu'il a mis la légende. Voilà, très très célèbre tableau, la leçon de catéchisme par Jules Alexis Meunier, 1890, avec un curé, ses gros sabots, mais un air très bon, et puis les petits enfants qui se tiennent quand même au garde à vous, au milieu des roses trémières du jardin du curé.
La prédication, ça c'est pour les adultes. Le sujet le plus évoqué est celui de la communion ou de l'Eucharistie, signe de l'amour de Dieu. Je vous renvoie à toutes les prédications du curé d'Ars sur l'Eucharistie. Il est là. Viennent ensuite les prônes sur Jésus et Marie, les fins dernières par le biais du péché, de la mort, du jugement dernier, à des moments adaptés tels que la fête de la Toussaint. Piété romantique facilite le retour à l'émotion, à la sensibilité religieuse dans les sermons. Regardez bien cette image, elle n'est pas très grande, mais c'est un tableau fantastique aussi, sur un livre, pour illustrer un livre de Gérard Cholvy, Christianisme et société en France au XIXe siècle, 1790-1914. Donc là, ça se passe évidemment en Bretagne. Les dames ont mis leur plus belle coiffe à dentelle. Il y a les bannières et puis ça doit être une bénédiction de la mer ou quelque chose comme cela. Voilà. Ça, c'est peut-être 1850 ou 70 ou 80, pendant qu'il y a les lois et la montée de l'anticléricalisme. Hein. Tout ça, c'est en même temps. Hein. 1890, le tableau d'Alexis Meunier. Il faut faire beaucoup de synchronisation. Hein. 1890, vous vous rappelez tout ce qu'on a vu précédemment. Et puis voilà, prêtre de Bretagne au XIXe siècle. Avançons. Les missions paroissiales, pourquoi il a remis un sous-titre, je ne sais pas. Redonner, ça doit être le bilan, je pense, c'est sa synthèse, voilà, comme après chaque thème. Redonner le sens du sacré, du royaume des cieux, de l'urgence de la bonne nouvelle, bon, évangéliser. Méthode, on connaît, le réveil en faisant appel à l'intimité par le sentiment, l'émotion, dans un temps restreint, une semaine, hein, mais très chargé, très intensif, en lien avec l'évêque et le curé de la paroisse. Les moyens, sensibilisation en priorité durant la semaine sainte, les grandes fêtes, et puis les corps dévolus à cela, rédemptoristes, passionnés, jésuites, prêtres diocésains, et puis la croix de mission qui rappelle la mission. La prédication, l'implication de la population comme acteur dans les processions. Regardez aussi le portrait, le tableau, la bénédiction des blés qu'il a remontré hier et qui figure dans le tract qui annonçait ces sessions. Et puis, tous les exercices, comme on dit, ira jusqu'au milieu du XXe siècle, hein, adoration, chapelet, confession, messe, etc. Regard critique, ce qui est pertinent, le réveil de la foi, de la pratique, le retour, le contact individuel, les limites et les dérives, des spectacles artificiels, le squelette qui s'agite au-dessus de l'autel, le conformisme, le désintérêt, voire l'ironie des non-pratiquants et le caractère passager des retours. Ça, on sera confronté à ça probablement, quoi qu'on fasse et jusqu'à la fin. Hein, on pourrait le dire la même chose pour des tas de choses que nous faisons, le grand rassemblement diocésain, le catéchète, ceci, les JMJ. Ça, c'est une vraie question. Comment atteindre suffisamment en profondeur le cœur et l'esprit pour que ça ne soit pas du feu de paille, comme nous disons. Bon, voilà, j'ai été assez vite, mais comme nous connaissons un petit peu, puis... Alors, les patronages et l'enjeu culturel, 6e thème qui l'avait prévu, donc un peu en deux temps, puisqu'on va reparcourir tout le 19e siècle, mais aussi il a fait un choix, ce qui se passe aujourd'hui en certains lieux, notamment l'exemple du diocèse de Paris. Alors, tel que je l'ai vu ici, à l'avant, je crois que ce qui est intéressant, parce que c'est une grande question d'évangélisation, ça va concerner ici les enfants, les adolescents. On a vu tout le christianisme social qui était destiné, notre catégorie sociale et d'âge aussi, des adultes, le monde ouvrier et tout. Ici, c'est le retour des enfants et peut-être on pourra discuter... Est-ce qu'il y a une
tranche d'âge, une catégorie de personnes qui est à privilégier, même si tout homme a droit à la parole de Dieu, à l'annonce de l'Évangile. Est-ce qu'il y a des enjeux très très importants, en particulier en termes éducatifs, donc aussi éducation à la foi avec les enfants et les jeunes? Il semble que le 19e siècle dans son ensemble a dit oui et a mis beaucoup de choses en œuvre en ce sens. Il rappelle que c'est Philippe Néri dans les rues de Rome qui, au XVIe siècle, a commencé à s'occuper des gamins des rues. Et voilà. Alors après, on va voir ici plusieurs notations. On a vu le catholicisme social, c'est le nord de la France, beaucoup. Les patronages, c'est Marseille. Et c'est là que ça commence, avec un nom, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Jean-Joseph Allemand, qui apprécie l'œuvre du bon pasteur de Marseille durant sa jeunesse, qui existait un petit peu avant lui. Donc on est encore là, juste à la fin de la période révolutionnaire, encore sous la période après napoléonienne. Il reprend l'œuvre de sa jeunesse. 1802, il y a 200 membres, fondé sur le jeu, la prière, et cette œuvre, à sa mort en 1836, compte 400 membres. Alors, il ne donne pas plus. Moi, je regardais ça hier soir. Je suis allé faire tout simplement, j'ai tapé Jean-Joseph Allemand sur Wikipédia et il y a une page extrêmement intéressante à lire. Je vous invite à le faire, mais il semble que ce soit vraiment un des fondateurs un petit peu de cet esprit où j'avais même fait une petite page ou deux où on prend en bras-le-corps l'éducation des enfants, des adolescents, et avec l'association de la prière et du jeu. Il a eu des ennuis, j'avais lu, Doctus cum libro, là je vous dis ce que j'ai lu, j'avais photocopé une page. Il a eu des ennuis parce que commencer à rassembler des enfants, même à cette époque, c'était un peu suspect. Et donc la police un jour débarque et « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et il répond « Ici on joue et on prie ». Et il y a un petit développement sur l'importance du jeu dans la croissance humaine d'un enfant. Voilà, c'est des enjeux éducatifs profonds. L'auteur évoque même le grand sociologue Émile Durkheim, qui définit la notion de socialisation et des mécanismes inhérents à celle-ci en insistant sur le jeu comme intériorisation des règles en douceur. Voilà, je vous donne que ça, mais ça me paraît assez intéressant que le jeu soit au cœur du projet pédagogique un peu de ce pionnier là. Alors après, il y aura le scoutisme, il y aura les chœurs vaillants, etc. Mais un des premiers, et puis bien sûr la prière. Ici, on joue et on prie. Je trouve assez beau. Voilà, deux, trois petites choses sur l'allemand. Et puis, alors, quand même d'autres patronages, l'œuvre Saint-Louis de Gonzague à Nîmes, on est encore dans le sud, par l'abbé d'Alzon, et puis les cercles des francs bourgeois à Paris, par un ancien de l'œuvre de Marseille. Donc ça, par capillarité, remonté de Marseille à Paris. Il y a encore un collège des francs bourgeois qui est juste à côté de la bibliothèque de l'Arsenal, là. Frédéric Ozanam incarne ce catholicisme d'œuvre offensif et spirituel. Je ne vais pas parler de Frédéric Ozanam devant mon confrère Jérôme, il me reprendrait sûrement. Avec son ami Léon Scurnier, il propose de joindre l'acte à la parole et d'affirmer par des œuvres la vitalité de notre foi. Sur les conseils d'une fille de la charité, sœur Rosalie, il oriente le groupe réuni chez M. Bailly vers la visite des pauvres. C'est vrai qu'on pourrait s'arrêter longtemps sur la figure d'Ozanam, qui est quand même extrêmement riche, parce qu'il y a l'aspect social. C'était un grand universitaire, hein, historien. C'est aujourd'hui, on dirait, c'est vraiment le top de l'universitaire. Et puis toute l'action aussi auprès des enfants, donc il est quand même très, très polyvalent. Bon, je me suis permis de dire ça, mon cher confrère.
Le 23 avril, on l'a vu hier, naît la conférence de charité bientôt composée de 25 jeunes, dont 18 Lyonnais. On a vu que c'est, avec le Nord, Lyon, une terre du catholicisme social. Convaincu que la religion sert moins à penser qu'à agir, il veut également laisser le groupe ouvert à toutes les tendances politiques et défend l'autonomie de la société de Saint-Vincent-de-Paul. Fort de 200 membres dès 1836, divisé en sections, dont une conférence animée par Pierre Olivin à Polytechnique. On a déjà gagné les hautes classes. La société Saint-Vincent-de-Paul essaime dans la France et compte 32 500 membres et 1635 conférences en 1861. Donc là, on est passé un peu du patronage à plus une action sociale. 1870, malgré ses difficultés internes et externes, les multiples conférences de la Société Saint-Vincent-de-Paul patronnent près de 6 000 apprentis. Oui, il faudrait là détailler, si on voulait approfondir les choses, quelles sont les activités des conférences. Aujourd'hui, je ne sais pas si elles ont encore cette activité auprès des jeunes. Moi, ce qui existe encore dans les paroisses, bon, c'est plus plutôt même les personnes âgées, il me semble. Non? Non, non? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend où. Plus... d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Moi, partout où je suis allé, à Cambrai, c'était plutôt les personnes âgées, mais c'était bien. Très bien. Alors, une autre figure importante, et il y a toujours des prêtres de Timon David à Marseille. Si vous avez des amis de la famille, il y en a toujours. On revient à Marseille, un petit peu après Jean-Joseph Allemand, c'est l'abbé Timon David qui, lui, va s'adresser aux jeunes apprentis de Marseille en 1847. C'est, mutatis mutandis, un petit peu un Don Bosco, un Jean Bosco marseillais, Timon David. Mais il a fondé une petite société de prêtres. Moi, quand j'étais séminariste à Rome, il y avait des prêtres qui étaient pour Timon David à Marseille. Je ne sais pas ce que c'est devenu, si quelqu'un a une... Toi qui as beaucoup voyagé, Jacques, non? Ça te dit rien, les prêtres de Timon David à Marseille? Ça existe encore. Timon David accorde une grande place... Oui, Éric? Il y en a encore, hein? Oui, Timon David, mais il y avait encore une société de prêtres il n'y a pas très longtemps. Il accorde une grande place aux jeux, on retrouve un trait déjà vu chez Allemand, aux pièces de théâtre, aux musiques militaires. Bon. En 1866, donc 20 ans après, un annuaire des œuvres de la jeunesse recense 155 patronages, surtout dans les départements de la Seine, du Nord, des Bouches-du-Rhône et de l'Ille-et-Vilaine. Donc voilà, il passe beaucoup d'étapes sur le développement des patronages pour les enfants et les ados, mais à partir surtout des racines du sud de la France marseillaise. Comme le signale Gérard Cholvy, deux conceptions s'opposent dans la présence à la jeunesse. Premièrement, celle fortement installée dans la mouvance du clergé, avec le risque de rejet clérical, mais qui pourrait répondre aux aspirations démocratiques, et celle qui relève de l'initiative laïque dans la tradition de la société Saint-Vincent-de-Paul, Ozanam, c'est pas un curé, on le sait, et qui, par la voix d'Albert Demain, on a vu tout à l'heure, affirme le droit des classes dirigeantes à se dévouer sans tenir compte prioritairement des aspirations populaires. Pour éviter que le catéchisme pris en charge par les instituteurs jusqu'en 1880, puis par les prêtres et quelques dames laïques après 1880, une fois couronnés par la première communion, ne soit une fin, et pour que les enfants puissent continuer d'avoir un contact avec l'Église, les frères des écoles chrétiennes et les conférences Saint-Vincent-de-Paul proposent des lieux d'accueil au cours du XIXe siècle. Donc finalement, tout le monde reprend un peu cette intuition, il faut accueillir les enfants. Et à partir de 1880, les patronages paroissiaux l'emportent. 40% des patronages existants en 1900 ont été fondés dans la décennie 90-1900. C'est quand même assez intéressant. C'est quand même une décennie où les affrontements sont de plus en plus violents.
Hein, on est là entre les premières expulsions et les deuxièmes, et les grandes heures du catholicisme social, comme on dit assez rapidement, et puis aussi de la fondation de tous les patronages pour les enfants et les ados. Et 20% seulement sont congréganistes, formule du reste très menacée par la législation après de 1901. De toute façon, on a vu qu'aussi bien Allemand que Timon David, même si Timon David va former une petite société de prêtres, ce sont des prêtres diocésains. Ces œuvres post-scolaires sont très efficaces puisque Léon Bourgeois affirme craindre plus 10 patronages que 100 écoles. Dans tout ce qu'on aura vu depuis hier, et ça va continuer encore cet après-midi, il y a des petits textes, des phrases, que ce soit de Jules Ferry, de Gambetta, de Ferdinand Buisson ou de ce Léon Bourgeois, j'avoue, je ne sais plus qui, mais enfin, ça devait être un copain de Jules Ferry. On a un certain nombre de phrases qui sont très significatives et qui reflètent bien à la fois les grandes lignes de fracture et puis les grands enjeux. C'est peut-être ce qui domine jusqu'à maintenant, les enjeux éducatifs, ce qui domine de notre session. Hein. Plus 10 patronages que 100 écoles. Et on comprend là que c'est les congrégations éducatives qui seront les premières dans la cible des mouvements anticléricaux. En milieu urbain, là où des écoles ne peuvent être fondées, les patronages sont animés par le prêtre, entouré de laïcs. Si la prière est très présente, une pédagogie active est aussi proposée avec des jeux, des excursions, des promenades, la pratique du sport, la préparation de séances théâtrales, de la musique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a surtout l'exemple du scoutisme parce que c'est quand même le mouvement qui va le plus se développer et subsister jusqu'à aujourd'hui comme l'illustration des enjeux d'une éducation par le jeu, les excursions, la marche de nuit, le sport, la préparation du camp, les clos, ficelle. Notre ami Éric pourrait parler en long et en large sur tout cela, puisqu'il le vit encore de tout son cœur. Hein, c'est vrai, Éric. Tout à fait. Qu'est-ce qui éduque? Mais c'est ça la question. Moi, je leur pose ici. Qu'est-ce qui éduque? Et qui éduque... quelle est la... Pardon, je vais parler grec. Quelle est la paideia qui prépare à l'évangile? La paideia, c'est le grand mot grec qui signifie l'éducation. Hein. Donc, dans l'Antiquité, la paideia, c'était essentiellement l'éducation littéraire, donc apprendre à lire, à raisonner, à parler, etc. Voilà, c'est les classes préparatoires. Hein. Et Dieu sait si les pères se sont appuyés sur la paideia gréco-romaine comme exercice préparatoire, comme prédisposition de l'esprit à l'évangélisation. Mais alors aujourd'hui, où le lire et écrire est tellement mis à mal, je pense qu'on a beaucoup perdu pour l'évangélisation parce qu'il n'y a plus de paideia, un peu de l'esprit, mais il y a d'autres paideia. Et là, on est en train de voir justement que la vie commune, avec toutes ses exigences, que l'exercice physique, c'est aussi une paideia, qui peut avoir après toutes ses retombées au niveau de l'évangélisation. Qu'est-ce qui prépare une évangélisation? Bon, je me suis permis de lancer la question. Le sport, hein. En 1914, la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France regroupe 1500 sociétés, 150 000 affiliés et représente le premier mouvement sportif de France en nombre. Et c'est à l'origine de la FFF. Wow. Mais ça a duré jusqu'à pas si longtemps que ça. Certains ici le savent. Moi, quand j'étais en année diaconale, j'étais envoyé à Caudry. Et à Caudry, il y avait la Société Sainte
Maxéland. Éric, tu as été aussi à Caudry. Et juste à côté du presbytère, il y avait une immense salle de sport. Et c'était la salle de sport de la société Sainte-Maxéland. Et ça a duré jusque... elle est défunte maintenant, mais quand je suis arrivé en 74, 75, ça existait encore. C'était sous le patronage de la grande sainte de la paroisse. C'était la basilique Sainte-Maxéland et la société sportive Sainte-Maxéland. Et tous les jeunes de Caudry, entre les deux guerres, c'était du feu d'enfer. Hein. Toute la jeunesse apprenait à faire du feu de Dieu. Oui, pardon. Mais le feu de Dieu, il ne brûle pas. Il est doux. Allez. Donc ça, voilà, il y a des traînées. Contrairement à un tenace préjugé, c'est une citation de la FFF peut-être, une bonne partie de la redécouverte du corps est venue de l'Église et des jeunes vicaires qui, dans les années 1890 et au début de ce siècle, se mirent à taper dans le ballon sur les sportifs. Fortifs, c'est quoi les fortifs? Et autres terrains vagues de la banlieue pour la plus grande gloire de Dieu. Et je crois qu'on peut évoquer le terrain qui est ici à côté. Chacun sait, après la création du diocèse de Lille, on crée ce séminaire et on crée évidemment un grand terrain de foot. Alors peut-être pour que quand même ils lâchent leur tension à trop étudier saint Thomas d'Aquin, donc il faut se défouler, mais aussi pour préparer après les engagements dans les patronages. Si le vicaire il doit faire du foot avec les gamins. Don Bosco, alors là il revient à une figure beaucoup plus célèbre que nos Marseillais, un pionnier. Donc vous voyez les dates, hein, c'est le chœur, il doit commencer, je suppose, mettons, à 25 ans, donc autour des années 30, 40, et puis seconde moitié du 19e. Le choléra sévit à Turin en 1854, il crée en effet ce qui va devenir l'essentiel de son œuvre, les premiers ateliers du Val d'Occo. Dans ce quartier populaire de Turin sont formés des jeunes futurs cordonniers, tailleurs, relieurs, charpentiers pour répondre au cruel déficit de formation technique. Soutenu, encouragé par le pape Pie IX, il poursuit et développe son œuvre d'apprentissage pour enfants issus de milieux populaires à Turin. Où dès 1859, il accueille plus de 200 internes et sert de médiateur entre Cavour, qu'il estime, et le pape. C'est pas mal, réconcilier Cavour et le pape. Il publie la biographie d'un jeune membre de son oratoire, Saint François de Sales, le jeune Dominique Savio, qui va devenir un modèle de vie pour les jeunes de ses ateliers par sa piété et sa charité. Petite confession personnelle aussi, ma maman étant très pieuse, elle nous donnait à lire des vies de saints d'Agnès Richomme, en couleur sépia grise, et j'ai lu, je me souviens très bien de 4, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Bernadette Soubirous, la petite Iroquoise qui s'appelait, alors j'ai oublié son nom là, voilà, certains connaissent, et puis Saint Dominique Savio. Voilà, à 10 ans, j'avais lu en bande dessinée la vie de Saint Dominique Savio, qui était donc le petit saint de Don Bosco. Des modèles. On a déjà évoqué dans les sessions précédentes quels sont les modèles, les figures de sainteté qu'on donne pour accompagner une croissance dans la foi, etc. Mais je me réjouis qu'ici, il y ait des séminaristes qui aient lu la vie de Don Bosco. Je ne lève pas les yeux. Il défend le pape dépossédé après les événements de 1859 et met en place une société religieuse de Saint François de Sales qui devient un institut avec des statuts propres. C'est pourquoi on les appelle toujours les Salésiens de Don Bosco, parce qu'il s'est mis sous le patronyme de Saint François de Sales, qui faisait plutôt dans l'aristocratie que dans les milieux ouvriers de Turin.
Saint-François de Sales, mais la sainteté est universelle. L'éducateur charismatique qui s'appuie sur une association une association de la confiance et de la crainte. Il accorde une place prééminente à l'instruction morale et religieuse en racontant des récits qui frappent l'imagination et évoquent la peur du diable, la souffrance, de la mort. Ça, c'est la culture de l'époque. Il insiste sur la crainte de Dieu, mais aussi rappelle la confiance, la miséricorde de Dieu. En 1863, une autre fondation est créée pour les enfants pauvres dans le Piémont, tandis qu'il soutient avec modération Quanta Cura et le Syllabus. Ben oui, parce que quand même, il était trop engagé socialement. Après, le Val-d'Occo devient un centre d'édition, mais aussi le lieu d'expériences pédagogiques telles que les comédies latines où les jeunes forment des troupes de théâtre. Comédie latine. Parler latin? Quand même pas. Dans les années 60, le succès de la méthode inaugurée au Val-d'Occo l'amène à créer des collèges à la demande des familles riches de la Riviera du golfe de Gênes. Franchement partisan de l'infaillibilité pontificale en matière de dogme, le Concile de 71, vous rappelez, il est comblé par le Concile du Vatican I, déçu par les événements qui font du pape Pie IX un prisonnier du Vatican. Bon. 71, les premières filles de Marie Auxiliatrice animées par Marie-Dominique Mazzarello viennent créer un ordre féminin à côté de son institut pour hommes qui est approuvé en 74 et fonde ainsi une congrégation salésienne, les hommes, les femmes. Il vient en France pour développer son ordre qu'il implante à Nice, c'est plus près de l'Italie, puis en Argentine où il prépare l'envoi de missionnaires. En 77, il publie un traité sur le système préventif dans l'éducation de la jeunesse, fruit de réflexions qui l'amènent à s'opposer au système répressif alors en vogue. Il faut mieux prévenir que guérir, encore plus que réprimer. Donc voilà. Aujourd'hui, ça continue de séduire, le charisme salésien de Don Bosco. Il y a quelqu'un de doué qui n'est pas entré au séminaire de Lille, qui sera ordonné prêtre dans 1 an, je crois, qui est salésien de Don Bosco. Ces principes éducatifs s'appuient sur la vertu d'obéissance, sur le système préventif, le souci d'une véritable communauté éducative, sur l'importance du sens moral, la joie du renoncement, la bonne humeur et surtout sur le caractère spirituel à la base de toute éducation. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer? Ça confirme que c'est peut-être la question importante de cette session. Il décide en 84 de se mettre en demi-retraite. Il meurt en 87. Le voilà avec un tablier bleu entouré de ses gamins. Et le voilà à la fin de sa vie, probablement, c'est selon une photo assez connue, en Espagne en 86. Oui, c'est 1 an avant sa mort. Bon, voilà un petit survol rapide sur le patronage au XIXe siècle. Et alors, deuxième volet un peu de sa réflexion, le retour en force du patronage. Donc on est là tout à fait dans l'actualité contemporaine. Je découvre l'affirmation avec vous, un patron ouvre à Paris tous les 6 mois aujourd'hui. Depuis la réforme des rythmes scolaires dans l'enseignement primaire en 2013, les patronages délaissés depuis les années 1950 ont à nouveau le vent en poupe. Ça, on le sait un petit peu si on suit l'actualité. Il y a eu plein d'articles dans les revues famille chrétienne, bien catho, qui... non, mais c'est quand même un fait, hein. Et là, il va insister sur l'action du cardinal Lustiger, mais de fait, il y avait certainement quelque chose à reprendre, parce que ça a été quand même trop vérifié pendant tout le 19e siècle, depuis Allemand à Marseille, qui monte David, Don Bosco, et puis toute la création des patronages dans toutes les paroisses. Et aujourd'hui, c'est évoqué parfois entre nous, mais dans le diocèse de Cambrai, on le sait, je crois que c'est le seul patronage qui existe aujourd'hui dans le diocèse de Cambrai. Tu sais pas?
Il est à Denain, tenu par les sœurs servantes des pauvres qui sont encore complètement en noir avec le voile et puis etc. Donc tout à fait la sœur du 19e siècle. Et elles ont un patronage, non mais au niveau du vêtement. Voilà, elles accueillent tous les week-ends 200 gamins, des gamins de Denain. Je ne vous fais pas la description sociologique. Et dont la moitié, c'est aussi des enfants d'immigrés, des maghrébins, des petits musulmans, etc. Donc voilà, 200 gamins, dont 100 petits musulmans, encadrés par les sœurs servantes des pauvres, habillées tout de noir. Diverses, hein, notre Église. Mais c'est un patronage qui marche du feu de Dieu, aujourd'hui à Denain. Et toutes les familles immigrées, elles veulent aller chez les sœurs, hein, pour confier leurs gamins. Pourquoi un tel succès? Depuis 5 ans, 10 lieux d'accueil ont été créés à Paris, soit une ouverture tous les 6 mois, explique Marie-Christine Aubert, secrétaire générale de la FACEL, Fédération des associations culturelles, éducatives et de loisirs, créée en 1994 par Lustiger. Depuis 5 ans, 10 lieux d'accueil, soit une tous les 6 mois. Voilà Lustiger. La FACEL fédère 50 associations parisiennes qui accueillent en moyenne 10 000 enfants chaque année. La majorité d'entre elles fonctionnent le mercredi ou le samedi, les soirs de semaine en période scolaire, une semaine durant les petites vacances et en juillet. L'été, certains proposent des mini-camps ou des séjours de vacances. Patronage accueille de 12 à 120 enfants, la journée, la demi-journée, dans les locaux Poiratio. Les animateurs, salariés ou bénévoles, encadrent au maximum 12 enfants à partir de 6 ans, 8 dans le cas d'enfants de moins de 6 ans. Les activités proposées sont organisées autour d'un objectif éducatif bien défini, propre à chaque paroisse. Elles sont variées, le jeu, les activités manuelles, le sport, les grands jeux, la réflexion quand même, les sorties culturelles, ludiques, les jeux de société. Convivialité, prise de responsabilité et le service. Participation financière des familles, variable selon les lieux, mais de plus en plus de patronages proposent des tarifs modulés en fonction des ressources. Chaque jeune peut trouver dans un patronage à la fois un terrain de jeu, un lieu de prise de responsabilité et une formation humaine et spirituelle. Voilà, qu'est-ce qui éduque? Et quelle est la paideia qui prépare après à l'évangélisation? Quelles sont les intentions éducatives des patronages? Le cardinal 23 disait « Il est important de faire découvrir aux jeunes et aux enfants qui passent par nos circuits qu'il y a une façon d'être ensemble, une façon de vivre ensemble qui est un signe positif sur la vie dans notre société. » Voilà, vous aurez repéré la fameuse expression « vivre ensemble ». Et je reviens encore à ma question, il y a la paideia qui prépare, et après, comment se fait l'articulation entre les grands enjeux d'une paideia, du vivre ensemble, du développement personnel, de l'épanouissement, et puis les éléments plus proprement chrétiens. Parce que sinon, on risque toujours de rester, on en a fait des bons petits citoyens. Patronage répond aux désirs éducatifs des familles. Voilà, ramassage scolaire, aide aux devoirs, activités sportives ludiques, temps de réflexion au catéchisme pour ceux qui le soutiennent, soutien scolaire, on l'évoquait, voilà. Une mère de famille dont les enfants sont inscrits au patronage Saint-Jean 23 à Mézieux, dans la banlieue lyonnaise, confie « C'est donner à l'Église l'occasion de participer à l'éducation de mes enfants. » Si les parents inscrivent d'abord leurs enfants pour qu'ils soient pris en charge pendant leur temps libre, cela permet aux paroisses de leur offrir beaucoup plus, d'être un soutien à l'éducation, de répondre à leurs doutes, leurs questionnements, de rendre concrète la présence de l'Église de Dieu dans la vie. Les patronages, un lieu à part pour grandir en humanité. Bon. La devise. Ah ben voilà, tiens, on retrouve Jean-Jacques Allemand, ici on joue, ici on prie, ici on grandit, la devise du patronage
Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle dans le 15e. Ah ben, donc c'était en fait une devise de Don Bosco, celle de Jean-Jacques Allemand. Ah ben, quand même, il faut rendre à Don Bosco ce qui est à Don Bosco. Et on a ajouté ici, on grandit, convaincu de l'importance de considérer l'enfant dans sa globalité, corps, cœur et âme. Voilà une photo du patronage du 15e arrondissement. Patronage du Bon Conseil dans le 7e, fondé en 1897 ou 1997, a pour vocation première d'être un lieu éducatif par le jeu et le sport, éduquer l'homme tout entier. Oh, vu le col, je pense que c'est plutôt 1997. Faut bien que je fasse un peu d'humour. Oui, c'est le père Vincent de Mello. Je le connais. Il veut être un soutien à la mission éducative des parents et un lieu de vie spirituelle. Encore un autre patronage à mes yeux. Voilà, des valeurs. Créativité, grandir. Patronage, outil d'évangélisation, d'accompagnement des jeunes, en créant la facelle, lustigée à signifier le regain d'intérêt de l'Église pour ses structures. Patronage sont des outils d'évangélisation et permettent de toucher une population mixte, et confère à Denain ce que je disais. Les enfants expérimentent une foi vivante qui s'insère naturellement dans leur journée. Et le pape François, bien sûr, soutient. En continuité avec les dernières assemblées synodales sur la famille, 14 et 15, le pape François a annoncé la convocation du synode que nous savons sur la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel. Ah, peut-être il va nous faire une encyclique sur les patros. Ayant pour but de se pencher sur l'expression de la sollicitude pastorale pour les jeunes. Voilà, et une image. Dans le document préparatoire, on est quand même dans l'actualité ici vraiment importante et toute de ce jour. Il est spécifié qu'accompagner les jeunes exige de sortir des schémas préétablis, surtout aujourd'hui, en les rencontrant là où ils sont, en s'adaptant à leur temps, à leur rythme. Les patronages répondent à ce besoin. Bon, tout ça on a vu. C'est la synthèse. Voilà, l'éducation par la pratique, le vivre ensemble sur un projet qui a trait à la personnalité humaine et chrétienne. Méthode, attirer la jeunesse dans une ambiance et une pratique chrétienne au sein de la structure paroissiale, répondre à un besoin des parents qui souhaitent que leur enfant soit occupé plutôt qu'être devant la télé dans le cadre d'un projet auquel ils adhèrent. Les moyens, on les connaît, une équipe d'animation, un local, les techniques de communication, d'apprentissage, tout. Les formes, la facelle, ça c'est pour Paris, le regard critique, élément pertinent, développer l'esprit pratique, le sens du concret, l'initiative, faire confiance aux jeunes, proposer un complément pratique éducatif au catéchisme. Et puis, limite, dérive, en faire un lieu de spectacle, un simple placement d'enfants. Ça coûte moins cher que la crèche. C'est pas le même âge. Non, les crèches, c'est les tout petits, mais c'est... Voilà. Bon, je pense que c'est un bon survol. Il n'a pas évoqué du tout, mais parce qu'il ne peut pas tout évoquer, mais le scoutisme, en fait, on était quand même dans les enjeux... Je signale parce qu'avec le renouveau charismatique dont il parlera cet après-midi, ça reste quand même l'un des petits filets d'eau qui conduit au séminaire.